Avant de plonger dans ce sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela vous permettra de ne rien manquer des prochaines réflexions et peut-être d'y trouver des réponses qui vous libèrent. On vous a peut-être répété dès l'enfance que votre frère ou votre sœur était jaloux, ce paresseux, ou au contraire, l'enfant modèle. Et vous l'avez cru, parce que c'est tout ce qu'on vous montrait. Mais, et si cette histoire n'avait jamais été la vérité? Et si le conflit entre vous n'était pas une suite de malentendus, mais une pièce soigneusement mise en scène? Dans certaines familles marquées par le narcissisme, la division n'est pas un dysfonctionnement accidentel. C'est une stratégie, une architecture invisible qui structure les relations, où chaque mot, chaque comparaison, chaque silence a une fonction. Empêcher l'unité. Car l'unité est dangereuse pour celui ou celle qui veut garder le contrôle. Peut-être avez-vous déjà entendu ces phrases « Pourquoi tu n'es pas plus comme lui ?» ou « Ne dis rien à ta sœur, elle ne comprendrait pas ». À première vue, ce sont de simples remarques. En réalité, ce sont des micro-fissures dans la confiance, des fissures si petites qu'elles passent inaperçues, mais qui finissent par façonner votre vision de l'autre. On vous apprend à surveiller votre frère ou votre sœur, à le ou la comparer à vous, au lieu de regarder dans la direction de vos parents. Ainsi, si votre enfance a ressemblé davantage à une compétition qu'à une connexion, ce n'est pas le fruit du hasard. Dans ces familles, l'amour est présenté comme une ressource limitée. On vous met en scène dans une sorte de concours invisible. Qui obtiendra l'approbation? Qui sera le bon et qui sera le problème? Et le plus douloureux, c'est que dans cette logique, vous ne voyez plus votre frère ou votre sœur comme un allié potentiel, mais comme un obstacle. Vous ignorez que vous jouez tous les deux dans la même pièce, simplement dans des rôles différents. La rancune s'installe, les malentendus s'accumulent, et au fil du temps, il devient difficile de se souvenir qu'un lien authentique a déjà existé, ou aurait pu exister. Cette stratégie, connue sous le nom de « diviser pour mieux régner », ne s'applique pas seulement en politique. C'est aussi une technique de certains parents pour fragmenter leurs enfants. Tant que vous vous comparez, vous ne confrontez pas l'origine réelle du problème. Tant que vous rivalisez, vous ne vous unissez pas. Et c'est précisément là que se trouve le piège. Plus la division est enracinée, moins elle se remarque. Elle devient la toile de fond de toutes vos interactions, une évidence jamais remise en question. Mais qu'arrive-t-il lorsque l'on commence à voir les choses autrement? Lorsque l'on réalise que l'ennemi que l'on croyait avoir en face de soi a, en réalité, subi la même mise en scène, c'est là que le récit commence à se fissurer et que le chapitre suivant dévoile comment, dès le départ, les rôles dans cette pièce ont été choisis pour vous. Lorsque l'on prend conscience que la rivalité a été construite, une autre question émerge. Comment cette construction a-t-elle été possible? La réponse se trouve dans l'attribution des rôles. Dans une famille marquée par le narcissisme, les enfants ne sont pas seulement élevés. Ils sont distribués dans une distribution théâtrale, chacun avec un rôle précis, fixé bien avant qu'ils aient pu choisir qui ils voulaient être. Il y a le Golden Child, l'enfant doré, celui ou celle qui incarne la réussite et la fierté du parent. Il y a le Scapegoat, le bouc émissaire, sur qui retombent les frustrations, les critiques et les échecs. Et puis, souvent oublié dans les discussions, il y a l'enfant perdu, celui qui s'efface pour éviter les conflits, invisible mais toujours présent en arrière-plan. Ces rôles ne reflètent pas la vérité de chaque enfant. Ils sont créés pour servir un besoin, réguler l'image et les émotions du parent. Le Golden Child est là pour valider sa compétence. Regardez comme je suis un bon parent. Le Scapegoat, lui, absorbe tout ce que le parent refuse de reconnaître en lui-même. L'enfant perdu sert à préserver l'illusion de calme en disparaissant des radars émotionnels. Ce système fonctionne comme une économie émotionnelle, où l'amour est présenté comme une monnaie rare. L'approbation devient la récompense suprême, et la peur d'être rejeté devient le moteur. On félicite l'enfant doré pour son obéissance ou ses réussites, on sanctionne le bouc émissaire pour ses écarts réels ou imaginaires, et on ignore l'enfant perdu, tout en lui faisant comprendre que son silence est une forme de loyauté. Avec le temps, ses rôles se solidifient. L'enfant doré apprend qu'il doit rester parfait pour conserver sa place sur le piédestal. Le bouc émissaire croit qu'il doit se battre ou résister pour protéger sa dignité. L'enfant perdu est persuadé que se faire discret est la seule voie vers la sécurité. Aucun de ces comportements n'est choisi librement.
Ils sont forgés par la nécessité de survivre dans un environnement où l'amour est conditionnel. Ce qui rend cette ingénierie si puissante, c'est qu'elle est invisible pour ceux qui la vivent. Elle se glisse dans le quotidien à travers de petits gestes. Un regard approbateur pour l'un, un soupir déçu pour l'autre, un silence lourd pour le troisième. Les enfants intègrent ces signaux et finissent par se les imposer eux-mêmes. Et quand on grandit dans ce système, on ne voit pas seulement son frère ou sa sœur à travers ses propres yeux, mais à travers le filtre du rôle que le parent a fixé. On oublie que derrière le parfait, le rebelle ou l'invisible, il y a une personne qui, elle aussi, essaie simplement de se sentir aimée et en sécurité. Dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans ce que coûte, à long terme, cette compétition silencieuse. Parce que chaque rôle a un prix, et il se paie bien au-delà de l'enfance. Vivre enfermé dans un rôle n'est pas sans conséquences. Au début, cela ressemble à une simple dynamique familiale. Quelques disputes, des comparaisons, des jalousies. Mais avec le temps, cette compétition constante s'infiltre partout, dans vos pensées, vos émotions, vos choix. Elle devient un langage que vous parlez sans même vous en rendre compte. Quand l'amour est perçu comme une ressource limitée, chaque geste de reconnaissance reçu par l'autre est ressenti comme une perte pour vous. Un compliment adressé à votre frère ou votre sœur peut déclencher une pointe de colère ou de tristesse, non pas parce que vous lui en voulez réellement, mais parce que votre système nerveux a appris à voir dans sa réussite une menace pour votre propre valeur. Ce mécanisme laisse des traces profondes. Les souvenirs d'enfance se trouvent déformés. Vous retenez les moments où l'autre a gagné et vous avez perdu, mais vous oubliez souvent les instants de complicité, vite effacés par une remarque, un regard ou une punition qui vous remettaient chacun dans votre rôle. Avec les années, cette vision biaisée devient une vérité intime, difficile à remettre en question. À l'âge adulte, les effets sont subtils mais persistants. Lors d'une réunion de famille, vous vous surprenez à comparer vos réussites, vos revenus, vos relations. Sur les réseaux sociaux, une publication heureuse de votre frère ou sœur réveille une tension silencieuse. Vous esquivez parfois ces appels, non par indifférence, mais pour éviter cette vieille sensation d'infériorité ou de menace. Ce n'est pas de la petitesse, c'est un réflexe appris. Dans ce système, il n'y avait pas de place pour la coopération sincère. La proximité aurait pu vous donner, à tous les deux, un point de vue dangereux, celui de voir les failles du parent, de remettre en cause son pouvoir. C'est pourquoi cette proximité a été étouffée dès le départ. Le prix de cette compétition, c'est la perte d'un lien qui aurait pu être une source de soutien. C'est aussi la confusion émotionnelle, ressentir de la fierté et de la jalousie en même temps, vouloir se rapprocher tout en craignant la vulnérabilité. Et surtout, c'est la solitude, parce que même au sein de la même maison, vous avez grandi comme des étrangers, chacun enfermé dans une stratégie de survie qui empêchait toute confiance véritable. Et cette solitude ne disparaît pas simplement avec l'âge. Elle peut se transformer en un sentiment d'isolement profond, même entouré de monde. Le vide laissé par cette connexion manquante ne se comble pas avec des relations superficielles. Il réclame quelque chose de plus authentique que peu savent offrir si tôt après avoir vécu ce type de division. Dans le prochain chapitre, nous allons imaginer ce que cela aurait pu être, et surtout ce que cela peut encore devenir, si l'on ose voir au-delà des rôles et recréer un terrain d'alliance. Lorsque l'on réalise tout ce que cette compétition silencieuse a coûté, une pensée s'impose. Et si les choses avaient été différentes, pas parfaites, pas idéales, mais simplement humaines? Imaginez une enfance où vos désaccords avec votre frère ou votre sœur n'étaient pas des preuves de division, mais des occasions d'apprendre à vous comprendre, où un succès de l'un ne réduisait pas la valeur de l'autre, où l'on pouvait échouer, se tromper, être en colère ou triste, et rester digne d'amour malgré tout. Ce qui a manqué, ce n'est pas l'absence de conflit, car tous les frères et sœurs se disputent, mais l'absence d'un espace sûr pour se réconcilier après. Dans une famille saine, on vous encourage à réparer les liens, à exprimer vos émotions, à voir l'autre comme un allié naturel, même dans la différence. Dans une famille marquée par le narcissisme, cet espace est fermé à clé. La clé reste entre les mains du parent qui préfère vous garder séparés. Cette séparation prive les enfants d'un trésor, la force de l'alliance fraternelle. Ensemble, vous auriez pu partager vos doutes, vos blessures, vos rêves. Ensemble,
vous auriez pu mettre en lumière les injustices vécues et trouver des moyens d'y résister. Mais l'alliance aurait menacé l'ordre établi, et c'est pourquoi elle n'a jamais été encouragée. Ce manque se ressent encore aujourd'hui. Vous avez peut-être construit votre vie, trouvé des amis, un partenaire, mais il reste ce coin de votre cœur qui se demande « Et si j'avais pu grandir aux côtés de mon frère ou de ma sœur vraiment ?» Cette curiosité n'est pas une faiblesse, c'est un signe qu'une partie de vous sait que quelque chose de précieux a été perdu en chemin. Recréer cette alliance, même tardivement, demande du courage. Cela signifie voir l'autre non plus à travers le rôle que vous lui avez attribué ou qu'on vous a imposé, mais comme un être complet, avec ses propres blessures et ses propres efforts pour survivre. Cela exige aussi de reconnaître votre propre douleur, sans minimiser celle de l'autre. Dans cet espace, il ne s'agit pas de se fondre dans une relation idéale ou de tout oublier. Il s'agit d'imaginer un lien où la loyauté ne se mesure pas en performance, mais en présence, où l'on peut être imparfait et toujours mériter de rester dans la même pièce. C'est là que commence la possibilité d'un autre récit, un récit où l'on ne cherche plus à gagner, mais à comprendre, où l'on n'est plus les gardiens d'anciennes rancunes, mais les bâtisseurs d'un terrain commun. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer la question cruciale. Faut-il absolument se reconnecter pour guérir? Ou peut-on se libérer du rôle et trouver la paix, même si l'autre n'est pas prêt? Lorsqu'on commence à envisager un nouveau récit avec son frère ou sa sœur, une question inévitable surgit. Faut-il absolument se rapprocher pour guérir? Ou bien peut-on trouver la paix sans renouer? La vérité, c'est qu'il n'existe pas de chemin unique. Pour certains, la réconciliation est possible et devient un acte profondément réparateur. Pour d'autres, maintenir une distance est la seule manière de préserver l'équilibre émotionnel. Ce choix n'est pas une preuve de rancune ou d'échec, c'est une décision de survie, un geste d'auto-respect. Se reconnecter demande du courage, mais aussi une lucidité particulière. Vous pouvez avoir envie de tendre la main, tout en sachant que l'autre n'est pas prêt à recevoir ce geste. Vous pouvez espérer des excuses, une reconnaissance des blessures passées. Mais ces attentes peuvent devenir un piège si elles conditionnent votre paix intérieure. La libération, elle, ne dépend pas de l'autre. C'est un processus interne. Retirez à votre frère ou votre sœur le pouvoir de définir votre valeur, que ce soit par son affection ou par son absence. C'est accepter que l'histoire que vous avez partagée est imparfaite, souvent douloureuse, et qu'elle ne se réécrira peut-être jamais comme vous l'auriez voulu. Parfois, le plus grand acte de guérison consiste à changer votre manière de participer à cette relation. Cela peut être répondre à un message sans replonger dans les vieux schémas, ou accepter une invitation sans attendre que tout soit réglé. Ou, à l'inverse, poser une limite claire, même si elle déçoit l'autre. Il est aussi possible de combiner les deux voies, chercher la réconnexion là où elle est saine et choisir la libération là où elle ne l'est pas. Ce n'est pas un tout ou rien, c'est une navigation constante entre ouverture et protection, entre curiosité et prudence. Ce qui compte, c'est que votre décision ne soit pas dictée par la peur ou par le rôle que vous avez incarné dans l'enfance. Tant que vous agissez depuis ce rôle, le bouc émissaire, l'enfant doré ou l'enfant perdu, vous rejouez la pièce écrite par un autre. En sortir, c'est agir depuis votre identité présente, pas depuis votre passé imposé. Guérir, c'est aussi accepter que votre frère ou votre sœur ne suivra peut-être jamais le même chemin. Ils peuvent rester prisonniers de leur rôle ou même ne pas voir le système qui vous a divisé. Mais cela ne doit pas empêcher votre liberté. Votre paix ne dépend pas de leur transformation. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment briser le schéma, même si l'autre ne change pas. Parce que la véritable rupture avec le passé ne commence pas dans la relation, elle commence en vous. La libération véritable ne dépend pas de la volonté de l'autre. Elle commence le jour où vous décidez, intérieurement, de ne plus jouer le rôle qu'on vous a imposé. Ce n'est pas un geste spectaculaire, c'est souvent une révolution silencieuse. Briser le schéma, c'est d'abord reconnaître que votre valeur ne se mesure plus à travers la comparaison, l'approbation ou la proximité avec votre frère ou votre sœur. C'est cesser de guetter le moindre signe de validation ou, à l'inverse, la moindre preuve de rejet. C'est accepter que votre histoire commune est marquée par des blessures, mais que celles-ci n'ont plus à dicter vos réactions aujourd'hui. Cela peut se traduire par de petites actions.
répondre sans ironie à un message, même si l'autre reste distant, poser des limites fermes sans agressivité, choisir la curiosité plutôt que la suspicion. Ces gestes ne sont pas là pour changer l'autre, mais pour vous rappeler que vous n'êtes plus enfermé dans le script familial. Il y aura des moments où l'ancien réflexe reviendra. Un mot, un ton de voix, une comparaison implicite suffiront à rallumer l'alerte. Dans ces instants, briser le schéma ne signifie pas supprimer la douleur, mais l'accueillir autrement. Respirer, se rappeler que vous avez le droit de ne pas réagir comme avant, que votre identité ne se réduit plus à ce rôle. L'autre peut rester figé dans sa perception, incapable ou peu disposé à voir les choses sous un angle différent. Il ou elle peut même continuer à rejouer le vieux scénario en espérant que vous y répondiez. Mais vous avez désormais la possibilité de ne pas entrer sur scène. Vous pouvez observer sans participer, rester présent sans être piégé. Briser le schéma, c'est aussi arrêter de négocier votre valeur. Ne plus attendre d'être reconnu pour enfin vous sentir légitime. Ne plus croire que la réconciliation est la seule issue valable. Comprendre que votre paix intérieure est déjà une victoire, même si la relation reste imparfaite. Cela ne veut pas dire fermer la porte à toute évolution. Au contraire, en vous détachant du rôle, vous laissez l'espace ouvert à un lien plus authentique, si un jour l'autre décide de le construire. Mais vous n'en faites plus une condition à votre bien-être. La véritable rupture avec le passé n'est pas de prouver quoi que ce soit, mais de vivre comme si vous étiez déjà libre. Libre de vos anciens réflexes, libre de vos attentes, libre d'exister pleinement, sans vous définir par ce que le système vous a fait jouer. Et si vous choisissez de tendre la main, que ce soit par un simple « je pense à toi », que ce geste vienne d'un espace paisible, pas d'un besoin de réparer le passé. Parce qu'au fond, briser le schéma, c'est transformer la relation la plus complexe de votre vie en un terrain où vous pouvez enfin respirer, même si l'autre ne change jamais.